Bonjour tout le monde, bonsoir plutôt. Bienvenue. C'est 17 heures. J'imagine que tout le monde n'a envie que de prendre un verre et aller profiter de la after party. Mais d'abord, on va parler du sujet qui, je suis sûre, vous passionne tous, Terraform et Pipeline. Moi, je suis architecte cloud. Le code QR vous amène. J'espère, parce qu'il y a le shadow, l'ombre, vers mes réseaux sociaux. Je suis architecte cloud. Je travaille pour une société de services qui construit des plateformes sur Google Cloud pour d'autres boîtes, pour d'autres organisations, un peu partout dans le monde. Donc, je dois faire des pipelines pour l'infra et des pipelines pour le déploiement des applications, plus ou moins tous les 3 jours. Et donc, j'en ai fait beaucoup. Et à chaque fois, il faut trouver des manières de faire pour que ça soit compatible avec l'équipe, que ça soit élégant, que ça soit scalable, que ça soit pas un cauchemar dans 3 ans quand on grandit l'entreprise. Et du coup, on en a fait tellement que on a trouvé le pipeline magique qu'on utilise à chaque fois maintenant. Donc, tous les 3 jours, je réutilise maintenant le même pipeline. Et je voulais vous en parler. D'abord, on va faire une petite mise en scène. J'imagine que vous êtes développeur. Je ne sais pas si tout le monde travaille avec l'infra et imagine comment on gère l'infra, les clouds et tout ça. Donc, je voulais faire une petite mise en scène. Vous avez votre cloud. Vous avez des applis, vous avez des services, de l'IA, des agents, de tout ce que vous voulez, qui doit tourner quelque part donc dans le cloud. Donc, il y a de l'infra, des accès, de la sécurité, des buckets, des bases de données, machin, qu'il faut gérer, il faut déployer. OK, cool. J'espère que vous le faites avec du code, de quoi que ce soit. On va prendre Terraform parce que c'est un outil qui est super connu, super utilisé partout dans le monde. Mais voilà, j'espère que vous gérez votre infra avec du code. Maintenant, vous n'allez pas gérer le cloud entier dans un seul fichier Terraform, n'est-ce pas? Ce serait un peu grand. Au minimum, vous allez le séparer en environnement. Dev, QA, pré-prod, prod. Vous allez séparer votre Terraform en environnement. OK, cool. Et si votre appli est déployée partout dans le monde et vous avez des géographies pour chaque environnement dev, pré-prod, prod, vous avez maintenant France, Belgique, Allemagne, US, East 2, West 1, Australie, Singapour. Donc chaque géographie, il faut la gérer un peu séparément des autres parce qu'on peut avoir des configurations différentes, on peut vouloir déployer des choses différentes dans chaque géographie. Si vous allez au Moyen-Orient, vous auriez des lois de protection des données énormes, donc il faut changer un peu la façon dont on gère les données. Donc, OK, donc maintenant vous avez 4 environnements fois combien de géographie votre boîte va servir. Et puis, si vous êtes une organisation un peu grande et vous avez des équipes de développeurs qui développent des applications et vous avez, je sais pas, 90 services, microservices, et chaque de ces services doit avoir un bucket, un utilisateur, l'identité du service, des accès à gérer, peut-être une base de données, peut-être une topic, peut-être une subscription, peut-être il faut se connecter à Kafka, peut-être qu'il faut se connecter à l'API, machin, des secrets. Donc tout ça, je ne vais pas mettre 90 services de 60 géographies, de 4 environnements dans le même fichier Terraform, n'est-ce pas? Ce serait un peu débile quand même. Donc, on va séparer tout ça. Et comme ça, vous auriez tellement d'environnements Terraform à gérer, on va appeler ça le point de déploiement, le root module, si vous voulez. On va appeler ça des environnements. Et après, vous aurez une autre équipe qui va rajouter un service, une autre équipe qui va rajouter une géographie. Donc, ça grandit. Et comment est-ce qu'on gère tout ça avec des pipelines? Donc, ça, c'est la mise en scène. Maintenant, il y a quoi vraiment dans ces pipelines? Pourquoi ça mérite un talk entier? Dans un pipeline, il faut valider votre code, valider les changements.
Si vous êtes des développeurs, vous savez qu'il faut écrire des tests, il faut écrire des tests d'intégration, de end-to-end, se connecter quelque part, déployer sur dev, etc. Pour l'infra, c'est la même chose, sauf que des fois, dans la plupart des cas, en fait, on n'écrit pas des tests, mais quand même, il y a des choses qu'on peut faire. On peut faire un Terraform Validate pour valider que la config soit valide au minimum. On peut faire un format, comme ça soit tout propre, tout beau, tout nice et joli quand on le regarde. On peut faire des tests aussi avec TerraTest ou d'autres outils open source qu'on peut utiliser. Et on peut aussi valider la sécurité. Pour ça, il y a aussi des outils third party, des outils open source qu'on peut utiliser comme Checkov. Moi, j'adore Checkov parce que c'est gratuit, c'est archi facile à utiliser. On rajoute ça dans notre pipeline YAML. Voilà, c'est fait. Il y a des policies de sécurité développées par la communauté globale. Donc, vous n'avez que à rajouter un check-off dans votre pipeline. Et voilà, ça va vérifier le code du Terraform selon les standards de sécurité baseline ou de tout ce que vous pouvez les ajouter. Infracost et d'autres outils. Enfin, bref, il faut avoir une partie du CI qui va vous valider le code en soi. Après, et ça, cette partie-là au milieu, je ne la considérais pas tellement importante et digne de discuter et de présenter. Jusqu'à ce que j'ai écrit un blog sur la partie magique de ce pipeline. Et il y a des gens qui ont mis des commentaires comme quoi « Ah tiens, ça, cette partie que tu fais, c'est super bien. Nous aussi, on le fait depuis quelques mois et ça nous a changé la vie. » Et cette partie-là, c'est le Terraform Plan et de le visualiser dans le pull request. Pour moi, c'était absolument évident. Évidemment, on veut savoir qu'est-ce qui va changer. Évidemment, on veut savoir qu'est-ce qu'on va déployer dans la prod. Mais apparemment, pas tout le monde le fait. Donc, oui, il faut faire un Terraform Plan. Et nous, ce qu'on conseille dans la plupart des cas, c'est de suivre le flow GitHub Flow. C'est-à-dire que vous avez la branche principale, main ou master, comme la source de la vérité. Et après, vous ouvrez des feature branches et vous ouvrez un pull request quand vous voulez déployer quoi que ce soit dans n'importe quel environnement. C'est-à-dire que voilà, dans la branche principale, vous auriez dev, pre-prod, prod, mais ça, c'est la source de la vérité. Et donc, comme ça, vous pourrez avoir un pipeline CI qui va faire toute cette partie-là et toute cette partie-là quand vous poussez un nouveau changement dans votre pull request. Et vos collègues pourront voir le plan et valider que c'est pas fou ce que vous voulez faire. Et ensuite, il faut avoir un CD parce qu'il faut déployer les changements. D'accord ? Ça aussi, on aimerait bien faire tout automatiquement. Tout a été approuvé, pull request approved, on est content, bim bam boum, tout est déployé. Mais des fois, il faut quand même avoir un gate supplémentaire manuel où quelqu'un va aller voir que effectivement ces changements-là sont corrects pour aller dans cet environnement-là. Donc on peut rajouter des gates pour une autre intervention manuelle. Et puis, il faut absolument garder une trace, garder la confirmation, etc. Donc, vous avez une trace totale de qu'est-ce qui a été changé, pourquoi, dans quel environnement, jusqu'à ce que ça devienne la réalité dans le cloud. Si vous êtes soumis aux régulations de la sécurité, vous savez exactement pourquoi c'est important. Donc, ça, c'est les parties, ce sont les parties qu'il faut, à mon avis, avoir dans vos pipelines de l'infra. Pipeline Terraform. Après, dans le pull request, donc je vais utiliser GitHub comme exemple, mais c'est tout à fait vous pouvez appliquer la même chose, la même logique. Si vous utilisez GitLab ou Azure DevOps, quoi que ce soit d'autre. Donc, vous aurez la CI qui va faire toutes les parties que je viens d'écrire pour la CI, qui va mettre un commentaire dans le pull request où vous pouvez voir les statuts, les étapes et aussi le plan. Donc, tout est visualisé dans le pull request.
Il n'y a pas besoin d'aller regarder, chercher dans les build outputs, les CI outputs, etc. Et après, ce que vous pouvez faire, et ce qui est super bien aussi, vous pouvez avoir des règles de protection de votre branche principale. Donc, il faut avoir un review, il faut avoir des checks, il faut avoir des pipelines qui passent. Et seulement après ça, quelqu'un peut merger les changements dans la branche principale. Pourquoi il y a un check? À la fin, vous voyez qu'il y a un check. Je ne sais pas si pour les gens en arrière, ça se voit, mais il y a un dernier job du pipeline qui s'appelle check. C'est parce que si on va déployer plusieurs environnements, comme j'ai décrit, il y a 4 environnements, 60 géographies et 90 services déployés dans chaque géographie. Si on fait des changements dans plusieurs environnements Terraform, il faudrait pouvoir vérifier que tout a passé avant de merger les changements, n'est-ce pas? Et donc, c'est assez compliqué à faire quand on va utiliser des matrices. Et ici, vous voyez déjà le preview, le teaser de la magie dont je vais parler. Après, il faut avoir un check total. Et check, en fait, c'est une action open source écrite par la communauté qui va aller voir sur n'importe quel, n'importe comment, n'importe combien de jobs vous avez dans la pipeline CI, si tout le monde a passé, si tout le monde est vert, si tous les pipelines sont bien et verts. Donc ça, c'est important. Vous pouvez utiliser ça pour les branches de protection. OK, donc la magie, c'est quoi? La magie, donc, c'est que dans le pipeline, on ne va pas écrire un pipeline par environnement, ou un pipeline par géographie, ou un pipeline qui a une liste de 70 environnements, parce que personne ne veut tenir ça à jour, maintenir ça. On va avoir une étape qui va détecter automatiquement qu'est-ce qui a changé. Et détecter les environnements, donc il faut avoir une logique un peu plus ou moins cohérente dans le repo du Terraform pour avoir un pipeline qui va détecter. Donc on a ici 4 environnements, 2 à changer. OK, ça ce sont des changements. Ensuite, on va générer des jobs, des pipelines CI pour chaque environnement changé. Sans devoir écrire manuellement, sans devoir faire toutes les étapes, tourner toutes les étapes du CI pour tous les environnements qu'on a. S'il y a quelqu'un qui n'a pas changé, pourquoi on ferait un Terraform plan pour quelque chose qui n'a pas changé? Donc, on va générer des CI que pour les environnements qui ont changé. Et ensuite, on va déployer également que les environnements qui ont changé. Comme ça, c'est facile, c'est rapide. Il n'y a pas besoin de suivre qui a déployé quoi. Il n'y a pas besoin de maintenir une liste des environnements. Voilà. Le pipeline, il fait ce qu'il faut faire pour détecter les changements, pour détecter les nouveaux environnements aussi, ce qui est important. Parce que voilà, si on a une liste des environnements et ensuite quelqu'un a rajouté un nouveau, et voilà, ah tiens, il y a pipeline qui ne tourne pas sur mon code, moi j'ai envie de déployer une appli, voilà, ça ne tourne pas parce qu'il y a une liste à maintenir. Comme ça, il n'y aura pas de liste à maintenir. Ça, c'est aussi un screenshot de comment ça se passe. Donc, on a plusieurs environnements à gérer. Est-ce que c'est vraiment important? Oui, parce que voilà, j'ai changé ou un de mes collègues a changé. Ça, c'est un vrai pipeline d'une vraie entreprise. Quelqu'un a changé carrément plusieurs environnements et plusieurs applications. Donc, si je devais maintenir un pipeline qui va aller regarder dans chaque path séparément, ce serait une galère. Mais comme ça, le pipeline, il voit tout parfaitement. Lui-même détecte qu'il y a un environnement qui a failed, probablement. Je ne me rappelle pas ce qui s'est passé. Je crois qu'il y avait le format qui n'était pas correct. Et donc, le check fail, donc le pull request, il ne peut pas être mergé parce qu'il n'y a pas tous les pipelines qui sont verts. Ça, c'est bien. Mais après, il faut le montrer comment ça marche en vérité. C'est vrai, n'est-ce pas? Donc, on va passer à démon. Donc,
j'ai mon petit repo et je sais que ça se voit pas très bien, le bas de l'écran ne se voit pas très bien, donc je vais faire comme je peux. Alors, la structure qu'il faut avoir pour que ça marche. Donc, on a des modules Terraform et des environnements. Il faut quand même avoir au minimum la racine des environnements Terraform pour pouvoir détecter des choses différentes. Et après, comme vous voyez, j'ai le Bootstrap, j'ai Network, et après j'ai dev/UK. C'est-à-dire que ici, dans dev, je peux avoir UK, je peux rajouter France, je peux rajouter n'importe quoi. Je peux avoir un environnement dev/Amérique/US West 2. Donc, on peut avoir plusieurs niveaux des folders pour détecter des environnements Terraform. Mais il faut avoir au minimum une structure. Après, on aura les GitHub Workflows et j'ai plusieurs exemples ici pour vous montrer. Je vais peut-être passer au code, comme ça se voit mieux un peu. Plusieurs exemples pour vous montrer comment on ferait sans la magie. Sans la magie, on aurait probablement une liste de apply bootstrap des environnements qu'on aurait mis dans les pipelines. Donc, pour chaque environnement, on fait toutes les configurations, l'authentification, etc. Le setup, plan, apply, OK. Donc, à chaque fois que je dois rajouter un environnement ou quelque chose a changé dans ma structure des environnements, je devrais changer le pipeline. Je devrais changer quelque chose dans la définition du pipeline. Encore une fois, très, très difficile à maintenir. Après, si on veut passer aux choses un peu plus élégantes, on va avoir un matrix. Si vous ne savez pas, le matrix dans GitHub Actions ou dans n'importe quel autre système de CI/CD plus ou moins connu, il va vous générer tous les jobs pour chaque élément du matrix que vous définissez. Mais encore une fois, si je dois rajouter France, je dois rajouter ici, environnement, dev, fr, et puis savoir qu'il faut le faire. C'est trop à se rappeler. On n'a pas le temps, on n'a pas le contexte dans nos cerveaux à se rappeler qu'il faut changer le pipeline. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais montrer en fait le CI. On va avoir un petit bout, mais vraiment un tout petit bout de bash, qui va aller regarder, qui va utiliser en fait aussi une action open source qui s'appelle Action Get Changed Files. Vous pouvez utiliser des commandes natives de GitHub aussi bien, de Git aussi bien. Moi, je ne voulais pas le faire, donc je voulais utiliser une action qui est déjà définie. Ce que ça va faire, l'action va donner en JSON, va retourner en JSON avec tous les fichiers qui ont été changés dans un pull request. Okay? Et puis, après, j'ai ce petit bout de bash qui, tout simplement, va regarder chaque fichier qui a été changé, extraire le nom de la directory, environnement ou application, parce que si je veux... Des fois, on veut gérer l'infra pour chaque application séparément de l'infra qui est plateforme, cluster GKE, base de données, etc. Donc, je vais avoir ici environnement et application. Donc, je vais détecter ça. Je vais pas regarder d'autres choses qui sont spécifiques à mon déploiement. Je vais vérifier qu'il y a un back-end dans chaque directory que j'ai détecté. Parce que s'il y a d'autres choses, des scripts, des YAML, des policies, des machins, ce ne sera pas un environnement Terraform. On ne va pas aller dans cette directory et faire du Terraform apply. Ça ne va pas marcher, ça va nous fail tous les pipelines. Donc, il faut vérifier que
on veut travailler qu'avec les directories où il y a un backend .tf. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est un backend.tf et vous gardez vos fichiers state de Terraform en local, je vous conseille fortement de faire une petite recherche Google de comment gérer le backend. C'est très, 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 très facile. Vous créez un bucket sur GCP, un bucket ou un bucket sur AWS ou Azure, n'importe, et vous gardez tout simplement vos backends dans un bucket. Si on regarde d'ailleurs ici dans mes environnements, on verra que voilà, ça c'est mon bucket des backends et chaque backend sera gardé dans son endroit où il faut. Ça, c'est aussi une chose qui, pour moi, me paraît évidente, mais pas pour tout le monde. Donc, si vous ne gardez pas vos backends dans le cloud, en remote, il faudrait le faire, parce que sinon, vous aurez des problèmes. Mais revenons au pipeline. Donc, OK, on va détecter les environnements. Ensuite, on fait quand même un peu du cleaning ici, du nettoyage de output. On va utiliser le GitHub Output pour le passer aux autres jobs. Et après, on a le deuxième job qui est Build, qui va tout simplement utiliser le output du premier job pour générer les jobs pour les environnements changés. Et après, on va faire authentification, SDK, Terraform, machin, init, validate, plan, check-off, et puis le fameux commentaire que vous avez vu en screenshot. Le check, comme j'ai dit, c'est aussi une action open source. Donc, vous pouvez juste trouver des actions sur GitHub Marketplace et les réutiliser dans vos pipelines. Comme ça, vous utilisez ce que les autres ont déjà fait. On va pas refaire tous des fonctions qui sont assez courantes, assez connues. Pour montrer ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer quelques environnements. Je vais changer, je sais pas. J'ai le Cloud Run qui est commented out. On va essayer de déployer ça. Je promets pas que ça va marcher, mais on va essayer. Pour changer quelque chose dans DevUK. Et après, je vais créer le commit, démo et update. J'ai des alias comme ligne de commande, donc update, ça fait juste git pull rebase. OK. Et on va créer le pull request. Et on va voir que, voilà, on a changé 3 fichiers dans cet environnement, cool. Et dans les checks, on verra qu'il y a le setup qui a commencé, qui va tout à fait détecter les environnements changés. Ça peut paraître facile et évident, mais vraiment, ça change la vie. Parce que vous définissez tout simplement votre structure des environnements, des root modules de Terraform, ce que vous voulez. En ce moment, par exemple, on est en train de redéfinir comment on va déployer l'infra des applis Cloud Run pour un client. Et eux, ils ont les chiffres que j'ai utilisés, 90 applications. Ils ont en fait 6 applications, je crois, mais 90 déploiements pour des localités différentes. On ne va pas avoir la même structure pour telle quantité de fichiers Terraform. Et il y a évidemment TerraGrant et d'autres outils que vous pouvez utiliser pour faciliter ce scénario. Mais même sans utiliser TerraGrant, on a décidé, OK, on va redéfinir tout ça, on va changer un peu le pipeline, mais quand même, on va détecter quand il y a quelque chose qui a changé dans la partie /environnement. On va détecter quel environnement c'était et puis on va changer ça. Comme j'ai dit, j'ai pas promis que ça allait marcher, mais les pipelines marchent.
Ça m'a généré le environnement Dev UK. Le Terraform Plan n'a pas marché, je sais pas pourquoi. Parce que j'ai des choses qui sont pas bien. Ok. Par contre, pour le rendre intéressant, je vais recommenter mes Cloud Run, comme ça me bouscule pas les pipelines. Je vais rajouter un dataset BigQuery. Je sais que ça marche, c'est facile. Je vais le donner en test. Ok, cool. Et maintenant, je vais rajouter France. Donc là, c'est Dev UK. Je vais tout simplement copier. Ça se voit. Ok. Je vais copier un nouveau environnement, dev fr. Et je vais y aller et je vais changer la région en, qui c'est? Europe Ouest 9? Paris, la région de Paris 9. Ok. Normalement, dev fr, et est-ce que je l'utilise? Ce que j'aime bien faire aussi, c'est d'utiliser des variables pour tous les inputs. Comme ça, spécifiquement, si vous avez plusieurs localités, plusieurs régions. Comme ça, vous changez juste les TF-vars et voilà, tout est fait. Ok. Des fois, il faut changer le backend quand même, parce que sinon, ça va nous changer tout. Ok. Donc, on a maintenant un nouveau environnement. Je vais faire France. Et je vais le push dans mon pull request. Et normalement, ça devrait, si l'internet marche, si tout marche, ça devrait détecter que j'ai rajouté France. Et ça devrait planifier et puis déployer tout ça. Paraît-il que non. Qu'est-ce qui se passe? Non, ok. Ok, merci. Mhm, mhm. Ok, maintenant le pipeline va remarcher, refaire le setup. Donc, ça, j'ai pas montré en fait. Dans les pipelines, pour le CI, on réagit aux pull requests et aux path environments. Si j'avais de l'infra pour des applications, j'aurais ajouté applications pour suivre ce directory aussi. Et vous pouvez voir que je ne vais pas tourner des pipelines pour des changements dans des modules. Et ça, c'est exprès, parce que je n'ai pas envie de redéployer sans avoir testé. Donc, si je vais aller dans mes modules et changer, je ne sais pas, projet, je sais pas, rajouter une ressource ou rajouter un label ou quelque chose dans le module, j'aimerais bien d'abord le tester dans le dev avant de déployer partout. Donc, là, il y a le pipeline qui a fail pour tout le monde. Cool, très bien. Félicitations à mes pipelines. Mais ça, c'est pas le but. Le but, c'est que, voilà, il y a le pipeline pour DevFR maintenant, qui va aller faire le plan et le tout pour France. Donc, vous voyez, j'ai rien changé dans les pipelines. J'ai tout simplement rajouté mon Terraform, mais le pipeline va tout détecter automatiquement et me faire. Et d'ailleurs, le fameux commentaire que j'ai mentionné, qui visualise les résultats des tests, des checks de la sécurité, et aussi le plan qui m'a planifié tout, mais pas tout. Pourquoi il a failed. Il va me montrer pourquoi il a failed ou pas. Ouais, oui. Voilà. Merci. Voilà quoi. Ça, c'était le pipeline magique. Vous pouvez utiliser les mêmes idées dans d'autres pipelines. Ça doit pas être, ça, c'est pas nécessaire d'avoir les pipelines Terraform. Ça peut tout simplement être vos autres pipelines que vous avez pour vos applis ou quoi que ce soit. Il y a un blog que j'ai écrit qui a le code pour toutes les parties du pipeline que vous pouvez utiliser également.
Je vais le laisser sur l'écran pour quelques secondes de plus. OK. Et comme j'ai dit au début, vous pouvez voir tous mes réseaux sociaux sur le code QR à votre droite. Et si vous travaillez aussi avec du Google Cloud et vous êtes ingénieur de données ou ingénieur de plateforme, cloud, système, infra, on est en train d'embaucher des gens en Europe. Tout est remote et on fait vraiment des projets très cool et très intéressants pour des boîtes intéressantes. Toujours avec une vue de créer quelque chose qui va marcher pendant longtemps pour le futur, une vraie plateforme pour l'infra. Merci beaucoup. On n'a plus le temps, mais je prends des questions quand même.